Merci de rester fidèle au programme de Médian. C'est toujours avec ce même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief du 25 au 27 mars dernier. C'est tenu à Nairobi au Kenya, la réunion régionale 2025 du partenariat pour un gouvernement ouvert pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette initiative internationale, née en 2011 à New York, cherche à mobiliser les gouvernements du monde entier à prendre des engagements mesurables pour promouvoir la transparence, la participation citoyenne, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, notamment via les technologies de l'information et de la communication. Quelle garantie du concept de gouvernement ouvert pour la promotion de la bonne gouvernance? Comment ce partenariat pour un gouvernement ouvert peut restaurer la confiance entre gouvernants, citoyens et acteurs de la société civile? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous restons avec la bonne gouvernance sur le continent africain. De plus en plus de gouvernants font de la promotion de cette bonne gouvernance ainsi que de la transparence dans la gestion publique et la lutte contre la corruption, des éléments clés de leur système de gouvernance, ce qui se manifeste à travers différentes mesures en vue de garantir la redevabilité et l'adoption de différents textes législatifs et réglementaires à cet effet. Quels sont les mécanismes de garantie d'une bonne gouvernance en démocratie? Quelle contribution du mécanisme africain d'évaluation des pairs de l'Union africaine comme outil d'auto-évaluation des pays africains en matière de gouvernance, le développement en seconde partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Pape Ousmane Thiaw, vous êtes spécialiste en sciences politiques, doctorant en sciences politiques, également analyste défense-sécurité. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous, M. Sow. Et en face de vous, nous avons M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore, Cheikh Sadibou, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie, M. Sow. Et Pape Ousmane, quelle lecture vous faites déjà du partenariat pour un gouvernement ouvert? Je le disais en introduction, un concept lancé en 2011 à New York par 8 pays que sont l'Afrique du Sud, le Brésil, les États-Unis d'Amérique, l'Indonésie, le Mexique, la Norvège, les Philippines et le Royaume-Uni. Alors, cela part d'une intention qui est louable dans la mesure où on se rend compte que si on observe le cas africain, on se rend compte que la plupart des pays ne travaillent pas dans le sens d'avoir un gouvernement respectant les principes fondamentaux de la démocratie, en l'occurrence la transparence, la redevabilité, la collaboration avec la société civile et surtout une bonne gestion des ressources, minières et énergétiques du pays. Donc c'est une initiative qui est à saluer, mais si on regarde du point de vue africain, c'est quelque chose qui c'est-à-dire les conditions et surtout le lieu où, c'est-à-dire cette initiative a été mise en place à New York, nous devrions faire en sorte que ce genre d'initiative puisse être, c'est-à-dire implémentée dans le continent, puisse connaître un début, c'est-à-dire une concertation par rapport aux différents pays qui sont concernés, surtout en Afrique, c'est-à-dire des initiatives qui émergent depuis l'Afrique, pas depuis quelque part comme New York. Mais quoi qu'on puisse dire, les gouvernements africains devraient travailler davantage à plus de transparence, à plus de responsabilité, à plus de respect par rapport aux principes de... Que ce soit, comme vous l'avez dit, des concepts qui soient développés à notre niveau pour mieux répondre à nos propres réalités. Et selon vous, comment ce concept-là de gouvernement ouvert garantit-il aujourd'hui cette participation inclusive et participative des différents acteurs aujourd'hui à cette forme de gouvernance? Le principe de gouvernement ouvert repose sur différents aspects, dont le premier reste la transparence. Parce que le fait de pouvoir avoir accès aux différents mécanismes, aux différentes informations par rapport à l'élaboration des politiques publiques, le fait également de pouvoir avoir accès aux informations concernant le financement des projets, des grands projets de l'État, et surtout une
collaboration franche et transparente entre le gouvernement et la société civile, ça sont des éléments qui sont fondamentaux lorsqu'on veut parler d'un gouvernement ouvert. Parce qu'un gouvernement ouvert, c'est non seulement la transparence, mais aussi l'accessibilité. Le citoyen doit pouvoir avoir la bonne information dès qu'il le souhaite. Donc, en ce sens, les données publiques concernant les différents projets publics doivent être d'abord accessibles en un seul clic. C'est déjà le cas pour certains pays. Il suffit d'avoir une connexion Internet d'un ordinateur ou même d'un téléphone portable pour pouvoir avoir accès à toute forme d'information, sensible ou pas, sur certains projets. Et ça, c'est important. À cela s'ajoute le fait qu'il y a différentes initiatives, dont l'initiative, par exemple, Publiez ce que vous payez, qui est active au Sénégal, et à travers laquelle on peut clairement voir quelles sont les initiatives qui sont mises en place ou quelles sont les démarches qui sont mises en place pour plus de transparence, notamment dans l'industrie extractive. Et comme l'initiative qui est l'ITI également, à côté de l'initiative aujourd'hui Publiez ce que vous payez, et Pape Ousmane a soulevé un point important tout à l'heure, cher Sadibou, à savoir la contribution ou l'implication aujourd'hui des citoyens ainsi que des acteurs de la société civile dans ce modèle de gouvernance qui est le gouvernement ouvert. Selon vous, quel rôle aujourd'hui ou quelle contribution de ces acteurs de la société civile et des citoyens dans ce modèle participatif de gouvernance? Et Daouda, comme vous le savez, j'ai toujours dit que depuis les indépendances jusqu'à nos jours, l'Afrique est confrontée à de nombreux problèmes, surtout à ces problèmes de démocratie, de bonne gouvernance, d'élections, et ainsi de suite. Je pense que ce concept vient à son heure, parce qu'il est important de mettre au centre de ce concept-là le citoyen, donc l'homme africain, l'humain en général. Parce qu'en Afrique, dans la plupart de nos pays, on constate que les droits des citoyens déjà sont bafoués, donc on ne respecte pas les droits ni les libertés. Donc ce concept de gouvernement ouvert-là ne fait que rapprocher les gouvernants et les gouvernés. Donc cela vous montre que ce concept vient à son heure dans la mesure où ça permet aux citoyens d'être au milieu des préoccupations de ceux qui nous dirigent. Si vous prenez le cas du Kenya, donc le Kenya, vraiment ce pays-là est en train d'avancer dans ce concept. Maintenant, il y a un fossé qui sépare ce pays avec d'autres, comme d'autres pays de la sous-région et même d'autres pays du continent africain. Donc, pour vous dire que c'est pourquoi, dès l'entame de mes propos, je dis que le gouvernement ouvert est un concept qui vient dans son heure. Maintenant, il appartient aux Africains et aux dirigeants africains de s'en approprier. Parce qu'aujourd'hui, on constate que dans la plupart de nos pays, les sociétés civiles, donc, et les gouvernants, pratiquement, sont en pleine ils se chamaillent, en tout cas, presque chaque jour. Et si je prends le cas du Sénégal, certes, on a une société civile forte, une démocratie très avancée, il y a des élections, il y a des dialogues entre vraiment le régime et pratiquement la société civile. Même si on redescend au plus bas niveau, donc dans les quartiers, il y a des associations, même au niveau des communes avec la communalisation universelle, où donc, les États cherchent des mécanismes et mettre en place des mécanismes qui permettent en tout cas aux citoyens lambda de pouvoir s'identifier par rapport à tout ce que fait le gouvernement, à tout ce que fait le régime. Les technologies de l'information et de la communication créent des environnements de plus en plus collaboratifs et permettent aux individus d'avoir un accès à l'information et aux collectifs la possibilité de se joindre à des plateformes qui permettent une participation citoyenne. Vu ainsi, est-ce que le gouvernement ouvert ne comble pas en quelque sorte les manquements de la démocratie représentative? Si l'on sait que dans une démocratie représentative, les populations ou les citoyens élisent des gens qui aujourd'hui sont censés gérer à leur place et ne leur rendent compte qu'en période électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, ce modèle de gouvernement ouvert ne comble pas aujourd'hui les manquements de cette démocratie? Effectivement, Daouda, parce qu'on pense que dans une démocratie, seul le vote est vraiment la seule issue. Alors que ces types de concepts de gouvernement ouvert-là nous permettent de savoir qu'il y a d'autres concepts, d'autres mécanismes qui permettent de regrouper et de rassembler et de permettre aux différents acteurs de la société civile, de la démocratie d'un pays, de pouvoir se réunir autour d'une table ou de discuter des mécanismes qui vont permettre de faire avancer les choses. Je pense que ce concept-là doit être adopté donc, par la plupart de ces pays qui ne sont pas jusqu'à présent signataires. Cela va même permettre au niveau, de manière endogène, que nous, en tout cas entre pays africains, que nous puissions
vraiment mettre en place des systèmes qui vont permettre de renforcer cette mode de gouvernance. Certes, il y a le vote, on peut s'exprimer par le vote ou d'autres moyens pour montrer qu'il y a de la démocratie dans nos États, mais le concept de gouvernance ouvert ne fait que renforcer vraiment ce qui se passe dans nos États. Certes, il y a du retard concernant la démocratie et d'autres aspects dans nos pays, mais vraiment, lorsqu'on va y inclure ces mécanismes du gouvernement ouvert, là, cela va permettre tout simplement à renforcer la transparence, parce qu'en Afrique, nous avons toujours des problèmes de transparence. Vous avez vu au Sénégal avec ce qui se passe avec l'état des lieux qu'est en train de faire l'actuel régime. Vous avez vu aussi d'autres dans les pays voisins, les problèmes qui se passent. Donc, ce concept de gouvernement ouvert peut permettre même de poser les pas de nouveaux départs qui permettent vraiment de garantir ainsi la transparence dans la gouvernance aujourd'hui de ces États. Et Pape Ousmane, dans ce concept, les différents acteurs qui participent à la vie politique, économique et sociale, que sont les partis, les fonctionnaires, les citoyens, les organisations, les entreprises, entre autres, sont en interaction et mettent en avant les principes de participation, de collaboration, de coopération et de transparence, comme Cheikh Sadibou l'a rappelé. Selon vous, comment ce concept peut également garantir aujourd'hui une meilleure évaluation des politiques publiques, avec surtout cette accessibilité des données relatives à la gestion publique? Oui, à travers tout simplement la co-construction et la coopération entre les différents acteurs du champ politique, parce que n'oublions pas que le champ politique, ce n'est pas seulement les acteurs politiques au sens primaire du terme. Tout à fait. La société civile, le citoyen pris dans sa singularité, ainsi que les partenaires peuvent à un moment donné collaborer dans le but justement de concevoir ensemble des politiques publiques, de les exécuter et de les évaluer par la suite. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est qu'une démocratie, c'est une démocratie. Dans une démocratie, le plus important, c'est que les différents acteurs puissent collaborer même sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord à la base. C'est-à-dire, par exemple, le principe de reddition des comptes, par exemple, il peut à un moment donné créer des dissensions et des désaccords entre les différents acteurs, parce que lorsque certains y voient une forme d'évaluation de la gestion d'une équipe précédente, d'autres peuvent y voir une forme de règlement de compte. Bien entendu, et pourtant, sur le plan démocratique, on est tous d'accord que le fait d'évaluer les actions posées par un gouvernement précédent, il n'y a rien de plus normal. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que les acteurs puissent s'entendre sur des éléments fondamentaux, comme quoi le devoir de rendre compte. Ça doit être fondamental et tous les acteurs doivent être d'accord sur ça. Ensuite, la nécessité de collaborer. La nécessité de collaborer, c'est quoi? C'est-à-dire, un gouvernement doit toujours chercher à discuter avec non seulement la société civile, mais également avec les citoyens ainsi que les partenaires publics ou privés par rapport aux différents projets qui sont susceptibles d'être implémentés dans la société ou même dans le champ politique. Et cela passe par des discussions, cela passe par des appels à manifestation d'intérêt, cela passe par plusieurs concertations qui vont dans le sens de trouver la bonne formule qui pourra être appliquée dans le champ politique ou dans le champ social. Et quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui de ce concept-là et son implication, ou bien en tout cas, comment est-ce que cela contribue à davantage renforcer la bonne gouvernance, surtout dans nos États africains? Alors, nous, en sciences politiques, nous avons un petit léger souci, et c'est le moment de le souligner avec le terme bonne gouvernance, parce que quand on dit gouvernance, c'est quoi? Une gestion axée sur la transversalité au lieu de l'horizontalité. C'est une gouvernance, c'est une mode de gestion qui prend en compte l'ensemble des sensibilités, aussi bien au niveau social, politique, économique, etc. Donc, quand on parle de bonne ou de mauvaise, c'est un peu comme si on faisait un petit jugement de valeur. Parce que pour qu'on puisse évaluer une gouvernance comme étant bonne ou mauvaise, il faut prendre en compte plusieurs critères. Et là, c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit... Mais est-ce que cela ne se justifie pas aujourd'hui, au vu des résultats laissés par certains gouvernements, ce concept de bonne gouvernance ou bien de transparence dans la gestion des fonds, de gestion des deniers publics? Justement, vous avez utilisé le terme transparence. Moi, je préfère le terme transparence dans la gestion des affaires publiques que le terme bonne gouvernance. Donc, quand on parle de transparence, cela veut dire quoi? Le devoir de rendre compte, le devoir c'est-à-dire
de publier justement l'ensemble les termes des projets qui sont mis en place et qui sont exécutés, et surtout le fait d'associer l'ensemble des acteurs, aussi bien économiques, politiques, culturels et de la société civile dans l'élaboration, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques. Et c'est cet esprit de co-construction, parce que c'est important, co-construction, coopération entre les différents acteurs du champ politique qui est important pour qu'on puisse parler d'une véritable démocratie. Et pour qu'on puisse parler d'une gouvernance, comme vous l'avez rappelé, puisque vous ne voulez pas forcément parler de bonne gouvernance, mais en tout cas d'une transparence dans la gestion aujourd'hui de ces deniers-là. Et vous avez soulevé un point également important tout à l'heure, à savoir la nécessité aujourd'hui de publier ou de rendre publiques certaines informations pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait une certaine redevabilité des actions publiques vis-à-vis aujourd'hui des citoyens, de la société civile et des autres acteurs de l'espace civil. Et cela requiert aujourd'hui également une loi d'accès à l'information. Dans un pays comme le Sénégal, nous n'en avons pas encore. Aujourd'hui, très prochainement, sont attendues une réforme de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption, également une loi d'accès à l'information qui devrait être adoptée au Sénégal, ainsi qu'une loi pour la protection aujourd'hui des personnes dites des lanceurs d'alerte. Comment cela pourrait contribuer à davantage garantir ce principe de gouvernement ouvert-là? Vous savez, Daouda, dès l'entame de sa présidence, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, avait dit qu'il va commencer sa présidence tout simplement par la transparence. Donc cette transparence-là inclut quoi? C'est-à-dire une traçabilité de la gestion des deniers publics déjà, donc une transparence concernant même la gestion de ces deniers publics-là. Donc, et nous voyons vraiment les effets que cela a fait depuis quelque temps, parce que vous voyez actuellement les rapports et tous les autres aspects qui s'en suivent. Donc, pour vous dire que je pense que ce concept de gouvernement ouvert a été adopté par le Sénégal actuellement, et le Sénégal est sur la bonne voie. Parce que depuis quelque temps, on voit que le Sénégal s'est lancé dans vraiment une gestion transparente de ses finances, ainsi de suite. Vous avez vu les rencontres avec le FMI, avec d'autres institutions financières, l'institution de Bretton Woods, ainsi de suite. Donc, pour vous montrer que tout simplement qu'il y a des efforts, en tout cas, qui sont en train d'être faits dans ce pays concernant ce concept de gouvernement ouvert-là, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui vient renforcer notre démocratie. Maintenant, comme l'a dit Pausman, il faut aussi que les acteurs puissent s'entendre. Parce que moi, j'ai l'impression qu'au Sénégal, que actuellement, ce que le régime est en train de faire, le régime subit des critiques de plein fouet venant de l'opposition. Et je pense que les acteurs de l'opposition doivent être d'accord par rapport à ce que le président Diomaye est en train de mettre en place. Vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Cela permet même à d'autres régimes qui vont venir de continuer sur cette posture. Parce qu'il est temps d'inclure les citoyens dans la transparence des gestions publiques, mais aussi de montrer à l'homme sénégalais, aux Sénégalais, vraiment de manière générale, de ce qui se passe dans leur pays. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays et recevoir plus des milliards de francs CFA et investir cela dans des futilités ou sinon détourner l'argent, l'installer dans des paradis fiscaux et après dire non, personne ne doit en parler. Je pense que ça, c'est impossible. Dès lors, je pense que le Sénégal a adopté ce concept de gouvernement ouvert. Le président Diomaye Faye et son gouvernement, avec le Premier ministre Ousmane Sonko, sont dans cette logique. Vous voyez maintenant, presque chaque mois, le Premier ministre est à l'Assemblée. Il y a les débats entre le Premier ministre et les députés. Certes, il y a les députés qui ont boycotté, ainsi de suite, mais cela vous montre tout simplement que, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et dans la démocratie, d'un certain raffermissement des relations entre l'exécutif et le législatif également. Et comment ce concept de gouvernement ouvert peut aussi permettre de restaurer aujourd'hui la confiance entre gouvernants, acteurs de la société civile et population? Déjà, la société civile, comme je l'ai dit tantôt, en Afrique, nous avons une société civile que nous devons renforcer. Parce qu'au Sénégal, certes, on a une très bonne société civile qui est incarnée par de grands hommes, dont Alioune, ainsi de suite. Je ne veux pas citer vraiment des noms, mais comme vous le savez, il y a des acteurs, en tout cas, qui sont là présents et qui continuent à servir de trait d'union entre les autorités étatiques et les autorités de l'opposition. Je pense que c'est une bonne chose déjà. Maintenant, si le gouvernement Diomaye Faye, comme ils l'ont dit dès l'entame de leur présidence, qu'ils n'excluent pas le dialogue, qu'ils vont continuer à discuter avec les acteurs, que ce soit de l'opposition et de la société civile. Maintenant, moi, ce que je dis, le seul point que je veux renforcer, c'est qu'il faut qu'il y ait ce que j'appelle la sincérité. Il faut que les acteurs qui régissent vraiment notre vie politique puissent être sincères par rapport vraiment au mode de gestion, mais aussi par rapport au devenir que nous voulons pour le Sénégal. Parce que je ne peux pas comprendre que le gouvernement puisse installer des mécanismes qui permettent de renforcer la transparence, comme le gouvernement ouvert et d'autres concepts, et que je vois à côté des gens sortir
insinuer des choses ou manipuler l'opinion publique par la désinformation en essayant tout simplement de détourner vraiment la bonne opinion que les Sénégalais ont de ce gouvernement. Je pense que c'est une chose qu'il faut revoir et il faut renforcer en tout cas la démocratie, certes, mais il faut aussi mettre des garde-fous qui permettent de surveiller cette démocratie-là en tout simplement permettant à ce concept de gouvernement ouvert d'avoir plus d'espace d'épanouissement et qui va permettre aussi aux populations d'avoir accès à ces mécanismes-là. Et les positions de ces derniers dont vous parlez, cher Sadibou, peut se comprendre également si l'on sait que ce sont ces derniers qui étaient les tenants du pouvoir il y a encore quelques années dans ce pays-là. Et Pape Ousmane, ces réformes que requiert le partenariat pour un gouvernement ouvert nécessitent aussi des investissements importants dans les infrastructures, la formation ainsi que les ressources humaines et d'un engagement politique aussi à long terme. Comment relever ce défi de financement aujourd'hui de ces infrastructures et des ressources humaines? Alors, d'abord, c'est une question de volonté politique parce qu'un gouvernement qui ne souhaite pas être transparent sur ses différentes actions ne le sera pas. Si on prend l'exemple du Sénégal par rapport à un secteur bien déterminé, notamment l'extraction du pétrole et du gaz, on constate qu'il y a un rapport mensuel. Les rapports de production, les fameux rapports de production que l'on voit chaque mois dans les médias et sur les réseaux sociaux qui détaillent clairement quelles sont les quantités de pétrole qui ont été extraites au Sénégal, quelles sont les quantités qui ont été vendues. D'ailleurs, récemment, il y a une semaine, le premier tanker exportant du gaz naturel liquéfié a quitté le port de Dakar. Ce sont des informations qui paraissent banales pour le citoyen, mais qui sont très importantes pour les observateurs que nous sommes, parce que cela témoigne de la volonté du gouvernement d'être transparente sur toute la ligne par rapport à l'exploitation de nos ressources. Donc pour cela, il faut bien entendu mettre en place si je peux appeler ça des réseaux, justement, d'information, des outils d'information qui seront d'abord crédibles pour la population, mais aussi crédibles pour les bailleurs ainsi que les partenaires privés, mais aussi faire en sorte, justement, d'avoir des institutions chargées d'évaluer et même d'orienter la stratégie de transparence du gouvernement. En ce sens, comme il a expliqué tout à l'heure, la réforme annoncée de l'OFNAC, qui est compétente en matière d'enrichissement illicite, est importante. D'ailleurs, l'OFNAC avait été verrouillé, pour ne pas dire sécurisé sur ce plan, avec le délit d'enrichissement illicite qui lui était exclusif, avec une loi qui lui autorisait à dessaisir le parquet juridique. Autant d'outils également de promotion de la transparence dans la gestion des deniers publics. Nous allons rester avec ce point-là, mais dans la seconde partie, il sera question de parler des mécanismes aujourd'hui de renforcement de cette bonne gouvernance, et c'est tout de suite. De retour pour la seconde partie de votre émission Le Débrief. Cher Sadibou, quelle lecture est-ce que vous faites de cette volonté de plus en plus affirmée des États africains à faire de la promotion aujourd'hui de la bonne gouvernance un sacerdoce? Bon, pour la promotion de la bonne gouvernance, il faut que vraiment les États africains puissent vraiment redoubler d'efforts. Parce que pour moi, l'un des principes d'abord de la bonne gouvernance, c'est la séparation des pouvoirs. Donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent être équidistants, parce qu'on remarque dans beaucoup de pays africains où l'exécutif s'immisce dans les affaires du pouvoir judiciaire et cela cause des problèmes. Je ne vais pas donner d'autres exemples. Vous savez, le Sénégal, ce qui s'est passé depuis 2012 jusqu'à présent, avec des arrestations arbitraires, dites arbitraires, et d'autres arrestations qui ont conduit à l'emprisonnement d'hommes comme Karim Wade, Khalifa Sall, ainsi de suite. Donc, où on a vu le pouvoir judiciaire être peut-être manipulé par l'exécutif. Donc, je pense que si on a des États où ces différents pouvoirs-là sont bien équidistants... Mais cette indépendance-là des pouvoirs dont vous parlez, cher, est-ce que cela ne doit pas être incarné par les hommes, si l'on sait que dans les faits, en tout cas, et la Constitution qui régit ces pays-là, il y a cette séparation des pouvoirs. Mais de fait, le problème se pose. Donc, est-ce que cela ne relève pas aussi des hommes qui incarnent aujourd'hui ces pouvoirs? Effectivement, cela relève des hommes dans la même mesure, parce que lorsque vous prenez par exemple le cas du Sénégal, le Sénégal a eu à traverser des situations critiques, parce qu'avec les indépendances, Senghor et Mamadou Dia, donc Dia qui était le président du Conseil, donc il y a ces affaires qui ont, entre lui et Senghor, il y a eu des problèmes, donc la crise qui sévissait entre Senghor et Mamadou Dia qui avait beaucoup de pouvoir, donc on avait un régime
où le président a des pouvoirs et le président du conseil aussi avait des pouvoirs. Donc c'est un régime type présidentiel, mais un régime plutôt proche. C'est juste un parlementaire, le premier régime au Sénégal. Oui, c'est un régime, oui, effectivement. C'est par la suite, après les événements de 62, qu'on va changer le type de régime jusqu'à présent. Mais n'empêche, malgré tout cela, on a vu qu'il y a eu des crises après, avec les régimes qui vont s'en suivre. Même avec les régimes depuis 2000 avec l'alternance. Donc, il y a eu une certaine dualité entre le président de la République et le premier ministre, Abdoulaye Wade Idrissa Seck, Macky Sall, ainsi de suite, donc jusqu'à nos jours. Maintenant, actuellement, on voit qu'avec le nouveau régime, je pense que le président même veut renforcer les pouvoirs du premier ministre. Donc, pour vous dire que le régime sénégalais est en train de se chercher. Peut-être on se tourne vers un régime qui va être plutôt proche du régime parlementaire. Pour moi, ce n'est que bénéfique pour la démocratie. Parce que je pense que le Sénégal est une démocratie exemplaire, en effet. Et le Sénégal doit pouvoir adopter un type de régime où le pouvoir va être bien équilibré entre les différentes institutions. Mais le pouvoir exécutif, en tout cas, va rester certes fort, mais il ne pourra plus s'immiscer dans les affaires du pouvoir législatif, mais aussi du pouvoir judiciaire. Je pense que ce concept de bonne gouvernance et de démocratie ne s'arrête plus seulement au vote. Mais cela doit impliquer la séparation des pouvoirs, l'implication de la société civile, ainsi de suite. Donc c'est un concept qui n'est pas fourre-tout, mais qui rassemble beaucoup d'aspects. Et si on réussit à garantir ces aspects-là, je pense que le Sénégal va continuer à servir d'exemple, mais aussi le Sénégal va être un pays de plus en plus démocratique où les libertés vont être garanties et respectées. Et Pape Ousmane, si l'on reste avec cet équilibre nécessaire et cette séparation des pouvoirs, je le disais à Cheikh Sadibou, est-ce qu'aujourd'hui le problème ne se pose pas plus au niveau des hommes qui incarnent ces pouvoirs qu'au niveau même de ces pouvoirs-là? Alors là, je suis tenté de prendre l'exemple du Sénégal avec ce qu'on est en train de voir depuis 1 an. C'est-à-dire que ce soit aussi bien au niveau du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, on a de plus en plus d'hommes qui incarnent et de manière pleine et assumée, de manière responsable, les différentes institutions que je viens d'énumérer. Je prends juste l'exemple du Premier ministre. Actuellement, on a un Premier ministre qui, parce qu'avant, c'est ce qu'on enseigné et c'est ce qu'on apprenait dans les facultés de droit, que le Premier ministre servait de fusible au président de la République. Actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? Que certes, le Premier ministre continue d'être quelqu'un qui sert de bouclier au président de la République, mais assume également de manière pleine et sincère, justement, son rôle de Premier ministre. Regardez ce qui se passe avec le président Ousmane Sonko, qui, justement, en fait, est à l'origine de plusieurs initiatives gouvernementales et également, surtout avec ce que l'on est en train de voir avec l'Assemblée nationale, le Premier ministre qui va à l'Assemblée nationale tous les mois pour expliquer la vision du gouvernement, répondre aux questions des députés. Et ça, ce sont des mécanismes que l'on voit et qui sont de nature à renforcer la démocratie sénégalaise. Donc, bien entendu, il y a des institutions qui sont clairement identifiées et qui sont, dont la séparation du pouvoir est une réalité au Sénégal. Mais il fallait des individus qui incarnent parfaitement ces différentes institutions. À l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit avec le Premier ministre, à l'Assemblée nationale, nous avons El Malick Ndiaye, qui, à travers les différentes réformes qu'il est en train d'implémenter au niveau de l'Assemblée nationale, à travers une certaine diplomatie parlementaire et à travers un certain rôle de médiation sociale que l'on est en train de voir qu'il est en train d'appliquer, notamment lorsqu'il va avoir les familles religieuses, lorsqu'il va avoir les organisations syndicales, et ainsi que les membres de la société civile. Ça, ce sont des rôles qui peuvent être dévolus au président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a une certaine forme de coordination, comme je l'ai dit tout à l'heure, une certaine forme de coordination, de co-construction, d'une certaine stabilité et d'un certain renforcement. Il paraît qu'aussi au niveau du pouvoir judiciaire également, et si l'on en revient à l'Assemblée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'Assemblée nationale sénégalaise aussi essaie de plus en plus d'impliquer les acteurs de la société civile, surtout dans cette nouvelle politique aujourd'hui, dans cette nouvelle initiative d'évaluation des politiques publiques par l'Assemblée nationale. Et on reste avec la société civile. Selon vous, quelle contribution des acteurs de la société civile aujourd'hui dans la promotion de la bonne gouvernance sur le continent? Alors, le cas de la société civile est un peu, en fait, divise les observateurs ainsi que les acteurs politiques. Pourquoi? Parce que il y a un souci de perception, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à tout ce qui pourrait être
perçus comme étant bons ou mauvais et émanant de la société civile. On constate que certains membres de la société civile, notamment sénégalaise, euh, mènent des combats qui sont parfois critiquables et même critiqués par les acteurs de la société civile. Je donne un exemple. Lorsqu'il s'est agi, par exemple, d'abroger la loi sur l'amnistie au Sénégal, il y a certains membres de la société civile qui s'étaient érigés en bouclier pour dire que oui, il ne fallait pas, il fallait une abrogation totale au lieu d'une interprétation afin de garantir la reddition ou, par exemple, la reddition des comptes et le fait de traquer en fait l'ensemble des personnes qui étaient responsables de ce qui s'est passé entre 2021 et 2024. Malheureusement, ce que certains membres de cette société civile n'avaient pas compris, c'est qu'une abrogation totale en vertu de la non-rétroactivité, exactement, allait justement servir de tremplin et même de protection à ceux qui se sont rendus coupables d'exactions durant ces événements. Donc, il y a une forme de... il faudrait que cette société civile soit non seulement mieux formée, mais mieux outillée et surtout plus responsable par rapport à tout ce qui se passe dans le champ politique. Et surtout, à un moment donné, que l'État, dans une logique d'encadrer et d'assainir l'espace public, puisse également pointer du doigt et même encadrer les sources de financement des membres de ces sociétés civiles. Parce qu'il s'est agi que... Parce que quand on parle de société civile, on ne parle pas seulement d'individus qui conversent avec l'État, mais on parle également d'organisations, d'ONG, de groupements, d'associations qui peuvent être financées par des puissances ou des individus qui n'ont pas forcément le même agenda que l'agenda gouvernemental. D'où la nécessité aujourd'hui de veiller à la traçabilité, comme vous avez rappelé, de ces sources de financement, que ce soit de la société civile et même des partis politiques. Et savez-vous employé pour la première fois dans un rapport de la Banque mondiale sur l'Afrique en 1989, cette notion de bonne gouvernance évoque un régime politique qui respecte les droits civiques et les droits de l'homme et qui peut compter sur une administration efficace, compétente, responsable et non corrompue. Que vous inspire cette définition de la bonne gouvernance par la Banque mondiale? Je pense que c'est une bonne définition, mais toute chose, il faut le mettre dans son contexte. Déjà, vous avez parlé de 1989. Donc, 89-91, c'était la fin du bloc soviétique, donc le monde devient multipolaire. Donc, dans cette même période, pratiquement, dans beaucoup de pays africains, on avait organisé des conférences sur la démocratie. Donc, la conférence de la Baule aussi en France, ainsi de suite. Ici en Afrique, avec Mitterrand, Chirac, donc, qui venaient pratiquement donner des leçons de démocratie, donc à la plupart de nos États, parce qu'on savait que donc, l'Afrique était gangrénée par ces genres de facteurs-là, la mauvaise gouvernance, ainsi de suite. Donc, le Sénégal était même sorti champion de ces conférences-là parce que le Sénégal était très en avance par rapport à la démocratie. Donc, pour vous dire tout simplement que, donc, déjà à cette période, l'Afrique, qui était pratiquement un continent très jeune, donc qui subissait de plein fouet les revers de la guerre froide, avec cette division des blocs entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc la France... Ces jeunes en référence aux indépendances. Effectivement, aux indépendances, oui, de 1960 jusqu'à nos jours. Donc, pour vous dire tout simplement que par rapport à cette époque-là, donc l'Afrique, c'était un jeune continent donc, qui pratiquement commençait à expérimenter ces modèles type démocratie venus vraiment de l'Occident. Donc, pour vous dire tout simplement que c'est une chance pour nous de vraiment prouver à la face du monde qu'on a des facteurs endogènes qu'on peut utiliser pour servir le modèle un peu partout dans le monde. D'ailleurs, le Sénégal est dans cette trajectoire. Vraiment d'autres pays comme le Maroc, donc l'Afrique du Sud, donc ainsi de suite, malgré qu'il y ait des conflits, des problèmes qui continuent à diviser donc, les acteurs vraiment des sociétés civiles et au niveau des États. On reste avec les piliers qui révisent ce modèle de gouvernance, à savoir la bonne gouvernance. Ce sont 5 piliers essentiels qui sont la transparence, la responsabilité, l'obligation de rendre compte de ses actes, la participation et la capacité de répondre aux besoins de la population. Ces 5 éléments sont-ils toujours retrouvés dans ces États aujourd'hui, dits des États qui appliquent aujourd'hui cette bonne gouvernance? Les 5 éléments sont toujours retrouvés, mais le problème c'est que vous avez cité un élément essentiel pour moi, l'obligation de rendre compte. Parce qu'en Afrique, on constate que dans la plupart de nos États, les dirigeants pensent qu'ils n'ont pas l'obligation de rendre compte. Donc, je pense qu'il est important de soulever vraiment cet élément-là, parce qu'au Sénégal, si vous prenez ce cas-là, on a vu par rapport aux rapports qui sont sortis là où pratiquement des ministres ou des anciens vraiment personnalités qui ont eu à gérer les deniers publics
s'offusquer par rapport à ces rapports-là. Et je vois même des personnes dire qu'il ne faut pas convoquer tel ou tel parce qu'il n'a jamais été ministre ou conseiller ou telle chose dans l'État. Je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut soulever. Parce qu'il est important qu'un homme puisse savoir que lorsqu'il dirige une boîte ou quelque chose, l'essentiel, lorsque vous dirigez quelque chose, en tout cas, vous devez rendre compte, même si c'est une association, vous devez rendre compte aux jeunes ou aux personnalités qui vous ont élus dans ce quartier-là. Je pense que ça, il faut mettre ça dans l'ADN de l'homo sénégalensis. Parce qu'actuellement, je pense que c'est ce renouveau-là qui est en train de prendre effet et de vraiment impacter la société sénégalaise. Les Sénégalais commencent à comprendre que nous avons des dirigeants vraiment qui sont là pour, certes, pour permettre au pays de se développer, mais des dirigeants qui ont l'obligation de nous rendre compte. Favorise également une certaine redevabilité vis-à-vis aujourd'hui de ces gens pour qui ces pouvoirs sont exercés. Et Pape Ousmane, selon vous, quel lien aujourd'hui entre alternance démocratique ou alternance politique, crise sécuritaire et sociale et bonne gouvernance? Alors, quand on parle de démocratie et quand on parle de consolidation de la démocratie, pour qu'une démocratie puisse être considérée comme étant consolidée, il faut qu'il y ait une, deux ou trois alternances. D'abord, ça, c'est important. Mais malheureusement, quand on parle d'alternance dans les pays africains, ce sont des alternances qui se produisent toujours dans des contextes troubles. Comme on peut l'avoir vu avec ce qui s'est passé au Sénégal en 2021 et 2024, la troisième alternance du Sénégal a été particulièrement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un gouvernement sortant qui ne voulait pas forcément respecter les règles du jeu démocratique, notamment le droit d'un ou d'individus à participer à l'échéance électorale. Et ça, souvent, ça pose problème. Et ce sont ces pratiques qui sont souvent la cause de certains troubles politiques qui peuvent aboutir à une véritable déstabilisation des institutions démocratiquement situées. Et si l'on reste avec les points que vous abordez, donc selon vous, quel mécanisme aujourd'hui de garantie de cette bonne gouvernance dans une démocratie? Le Sénégal en a donné l'exemple. Des institutions fortes. Parce que je me souviens en 2024, lorsque l'ancien président avait voulu reporter les élections, qu'est-ce qu'a dit le Conseil constitutionnel? Niet, c'est pas possible. Le calendrier républicain vous exige de quitter le pouvoir à partir du 24 ou à partir du 2 avril 2024. Ce calendrier ne peut pas être dépassé, quelle que soit votre volonté. Et c'est ce qui a poussé l'ancien président à fixer une date pour l'élection présidentielle, malgré un dialogue qui avait été appelé, malgré le vote de l'Assemblée nationale et tout. En fait, une institution forte, surtout sur le plan judiciaire et de nature, a freiné toutes les velléités de transgression de la loi émanant d'acteurs politiques de manière globale. Et ça, c'est fondamental. Et comment renforcer aujourd'hui ces institutions-là? Pape Ousmane a rappelé comment aujourd'hui le Conseil constitutionnel a sauvé en tout cas un pays qui est le Sénégal d'une crise aujourd'hui dans laquelle le pays risquait d'être plongé. Comment aujourd'hui davantage renforcer l'indépendance ou bien en tout cas la force de ces institutions-là? Et vous savez, ces institutions-là jouent pleinement leur rôle. Maintenant, les acteurs qui dirigent ces institutions aussi doivent continuer à jouer pleinement leur rôle, comme l'a rappelé Pape Ousmane. On voit le président de l'Assemblée nationale mettre en place des initiatives. C'est le cas aussi du Premier ministre, ainsi de suite. Donc, pour que cette démocratie et cette bonne gouvernance puissent vraiment continuer à émerveiller pratiquement l'Afrique, il faut continuer à renforcer ces institutions-là davantage en permettant la création vraiment de nouvelles aspects qui vont permettre à ces institutions-là d'être de plus en plus vraiment proches des populations, parce que ces populations-là, aujourd'hui, sont représentées par ces institutions-là. Ces populations ont besoin que ces institutions les rendent compte par rapport à ce qui se passe, parce que l'homme africain, de manière générale, a soif de démocratie. Que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Africains veulent plus de démocratie, plus de transparence par rapport à ce qui se passe dans le pays. C'est pourquoi vous avez vu ces conflits continuer à traverser le continent. Parce que dans la plupart de nos États où la transparence doit être mise au devant de la scène politique, c'est tout simplement la dictature, la restriction des droits et libertés. Maintenant, si on vient à renforcer cette démocratie-là, en dotant à ces institutions-là des moyens qui leur permettent d'être de plus en plus proches des populations, je pense que le mal peut être comblé, le mal peut être combattu. Donc, en tout cas, le maître mot actuellement pour moi au niveau du continent africain, c'est tout simplement le renforcement des institutions
cela va permettre tout simplement de renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Et Pape Ousmane, selon vous, quelle contribution du mécanisme africain d'évaluation des pairs de l'Union africaine comme outil d'auto-évaluation des pays africains en matière de gouvernance? Alors, ce mécanisme d'évaluation par les pairs, c'est-à-dire les présidents, pourrait être efficace si en fait, ils parviennent à se détacher ou à éviter le piège qu'est en train de vivre, par exemple, une institution comme la CEDEAO. Parce que n'oublions pas que la CEDEAO est considérée par l'opinion de manière globale comme étant une institution qui protège les présidents. Eu égard, si on regarde bien ce qui se passe en Guinée-Conakry ou même en Guinée-Bissau, ce mécanisme d'évaluation des pairs devrait pouvoir inciter les dirigeants qui sont tentés de transgresser certaines règles démocratiques à revenir sur, si je peux l'appeler comme ça, le droit chemin. Malheureusement, ici, si on regarde le cas de la CEDEAO, ce n'est pas le cas. Actuellement, pour un analyste comme moi, il n'est pas facile de se prononcer sur ce genre de mécanisme parce qu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. On l'a peut-être vu de manière très timide, mais c'est dans le feu de l'action et à travers ces différents contextes et différentes actions que l'on pourra le juger. Mais pour le moment, la seule alerte que je pourrais faire, c'est de dire qu'ils doivent éviter le syndrome de la CEDEAO, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Éviter le syndrome de la CEDEAO. Et cher Sadibou, quel lien entre bonne gouvernance et promotion des droits humains? Non, je pense que la bonne gouvernance, c'est à la base de tout, mais il faut mettre au centre l'homme parce que les droits humains sont garantis par des chartes qui ont été ratifiées par la plupart de nos États. Je pense que garantir les droits de l'homme et les libertés, c'est le plus grand principe, en tout cas, de la bonne gouvernance, mais aussi de la démocratie. Si vous prenez le cas du Sénégal, ces droits et libertés sont garantis. Même le Premier ministre, lors de son allocution à l'Assemblée, avait dit que ces droits et ces libertés vont continuer à être garantis, mais il faut que les gens sachent raison garder. Il ne faut pas aller au-delà vraiment de certains aspects qui peuvent nuire vraiment à l'individu, parce que insulter quelqu'un, faire des invectives, faire de la désinformation, je pense que cela ne peut contribuer à la déstabilisation et à la mauvaise gouvernance. Donc, il est plutôt conseillé aux acteurs de la société civile, de l'État et du citoyen lambda de convenir à des méthodes qui vont permettre de continuer à garantir ces principes de démocratie, de bonne gouvernance et de droits et de liberté. Et Pape Ousmane, quelle contribution aujourd'hui des médias ou bien quel rôle peuvent jouer les médias dans la promotion d'une bonne gouvernance en démocratie? Alors, fondamental, le rôle des médias a toujours été fondamental dans le sens où ce sont les principaux diffuseurs de l'information. Bien entendu que les médias actuellement sont concurrencés par d'autres types de plateformes et par d'autres types de diffuseurs de contenu. Mais quoi qu'il en soit, il faut appeler les professionnels de la presse à plus de responsabilité d'abord, à une prise en compte des enjeux et c'est-à-dire à un rôle d'évaluateur des différentes actions que peuvent poser les acteurs politiques, en l'occurrence également le gouvernement. Parce que quand un gouvernement met en place une politique publique ou un grand projet, le rôle des médias, c'est non seulement de vulgariser ces actions, mais également de trouver les éléments qui pourraient être améliorés, bien entendu dans le sens de donner la bonne information à la population. Actuellement, je vois de moins en moins de journalistes faire des enquêtes dans le sens d'investiguer sur certains phénomènes ou certaines actions que peut poser un gouvernement. Par exemple, s'il y a un problème par rapport aux conditions d'attribution d'un marché concernant un grand projet public, mais le rôle d'un média ou du journaliste est de faire en sorte d'aller trouver à la source la bonne information, de faire un dossier sur ça, de donner la bonne information. Les points dont je parlais, Pape Ousmane, souvent ne sont pas non plus facilités par la législation ou les législations en vigueur. Par exemple, dans des pays où
où il n'y a pas une loi d'accès à l'information, où pour les moindres questions traitées aujourd'hui, les journalistes peuvent être poursuivis pour aujourd'hui des questions de secret d'État et autres informations. Ce sont autant en tout cas de problèmes ou bien autant en tout cas de textes assez liberticides également qui ne garantissent pas le libre exercice de cette profession-là. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions Pape Ousmane Thiaw. Vous êtes doctorant en sciences politiques, également analyste défense et sécurité. Merci encore d'avoir été avec nous et toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Moi qui vous remercie, M. Sow. Merci également à votre co-débatteur, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours un plaisir aussi, Sadibou, de partager ce plateau avec vous. Je vous remercie, Daouda. Merci. Merci aussi à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.